Merci. Et ben moi aussi, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Merci pour votre intérêt envers ce métier, envers ce domaine de l'art-thérapie qui intéresse beaucoup de monde, de plus en plus maintenant. Et je suis très contente et très heureuse de voir que ce métier a de plus en plus d'attention et qui devient de plus en plus reconnu. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager quelques informations pour faire un petit voyage à travers l'histoire d'art pour voir où est-ce que ça commence, l'art-thérapie, comment on est arrivé à l'art-thérapie aujourd'hui et quel est l'impact de l'art quand on est en train d'interagir avec l'art, quand on est en train de créer ou d'observer. Qu'est-ce qui se passe au niveau biologique, biochimique. Donc j'appelle ça un cocktail biochimique en fait, qui se passe dans notre corps et c'est passionnant. Et cette démarche a été inspirée plutôt de ce souhait déjà de créer cet espace de partage, d'échange et surtout de clarifier aussi plein de courants, de différences parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de courants en art-thérapie. Donc j'ai fait plusieurs formations dans différents pays, donc vous entendez mon petit accent. Je suis moldave d'origine, donc j'ai fait mes études un petit peu dans différents pays en Europe et j'ai pu observer et voir comment ça se passe l'art-thérapie en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en France et j'ai vu que c'est vraiment intéressant l'approche d'un pays à l'autre, d'une culture à une autre. Et aujourd'hui on a plein de courants différents, plein de manières différentes de faire de l'art-thérapie. Et j'ai voulu clarifier ça aujourd'hui et puis avoir cette discussion avec vous. Il y a peut-être des art-thérapeutes dans la salle, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a? Vous peut-être un petit peu, voilà, oui. Très bien. Ou des thérapeutes ou des gens qui ont des métiers en relation d'aide. Oui, très bien. Parce que en fait mes formations sont plutôt pour faire un petit peu, pour me présenter un petit peu. Généralement, j'aime pas donner des conférences ou me mettre dans une posture de conférencier. J'aime plutôt le format d'atelier où on peut interagir plus facilement avec les gens, avoir aussi votre retour en direct. Donc, quelque chose que je vais vous demander aujourd'hui, vraiment, n'hésitez pas à lever la main, même à m'interrompre. Mais vraiment, ce que je souhaite créer aujourd'hui, c'est un espace convivial où il n'y a pas cette distance entre un maître conférencier. Voilà, c'est surtout ce que je ne suis pas. Mon souhait et l'envie, mon désir, c'est surtout créer cet espace d'échange en premier lieu. Malheureusement, on n'a pas le temps, parce que j'aimerais normalement vous donner le temps de vous présenter pour voir aussi un petit peu quelles sont vos attentes, vos questions, pour répondre aussi à vos attentes, parce que vous êtes venus avec une idée peut-être en tête, ou une question. Donc vraiment, n'hésitez pas. Sentez-vous vraiment comme dans un atelier, pas comme dans une conférence. D'accord? Ok. Je viens d'une famille de psy, voilà, donc ça peut paraître un peu oula, mais en fait c'est pas mal en fait d'avoir une famille de psy. Donc quand je dis une famille de psy, c'est des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, des psychothérapeutes, donc il y a vraiment du tout. Et j'ai pu baigner un peu dans cet espace de psychologique, mais aussi de l'art. Donc depuis mon plus jeune âge, je ne savais pas encore comment j'aurais pu plus tard combiner ce domaine de la psychologie et en même temps le domaine de l'art qui me passionne depuis toute petite. Et en fait j'ai trouvé la réponse il y a quelques années avec l'art-thérapie. Mes formations, c'est plutôt en psychothérapie, en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne. Je fais aussi des bilans de compétences. Thérapie comportementale et cognitive, et j'ai toujours utilisé l'art en fait comme un outil dans l'accompagnement psychothérapeutique. Mais après mes formations en France, voilà, j'ai vu les différents courants et comment de plus en plus en fait on fait la différence entre un accompagnement psychothérapeutique où on utilise l'art comme un outil et l'art-thérapie, et un atelier de médiation artistique ou d'art et un atelier d'art-thérapie contemporaine. Donc vraiment des choses différentes. Et on va voir tout ça aujourd'hui, si ça vous dit. Est-ce que j'ai besoin d'un micro? Est-ce que vous m'entendez ou non? J'aime pas trop les micros. C'est bien comme ça ou c'est mieux comme ça? Non, sans micro, c'est mieux.
Sans micro, c'est mieux. Allez, bon, sans micro. Ah, vous me dites, si vous ne m'entendez pas, parce que c'est vrai que j'ai tendance, comme je fais aussi de l'hypnose, j'ai tendance à descendre ma voix. Donc, oui, vous me dites. Vous avez une bonne voix, elle porte bien. Très bien, bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On vous appellera si on n'entend pas. Voilà, super, parfait. Parfait. Donc, oui, bon, au niveau de mon expérience, en fait, j'ai fait une reconversion il y a quelques années, même si j'ai utilisé l'art depuis toujours dans mon travail. Puis j'ai fait une reconversion, j'ai repris les études. Et mon champ d'accompagnement, bah là, vous avez tout sur le slide. J'ai eu une expérience clinique passionnante à l'hôpital Archer dans le service des soins palliatifs. J'interviens dans plusieurs EHPAD et j'exerce un libéral aussi à Antibes. Voilà. Bon, on va parler aujourd'hui, voilà, les 5 thèmes aujourd'hui de ce que j'aimerais vous passer comme information. Tout d'abord, l'impact de l'art sur la santé, qui est ce cocktail biochimique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde et quand on crée? L'art comme porte-parole de la souffrance. Je trouve que ça serait quand même intéressant de voyager un petit peu dans l'histoire de l'art et voir un peu aussi l'histoire des artistes maudits, ce qu'on appelle. Ce sont des artistes, des peintres souvent, mais pas que, des compositeurs également, qui ont utilisé leur souffrance, et je peux utiliser, ont transformé plutôt, ont métamorphosé leur souffrance en art. Donc on va voir un petit peu comment eux ils ont fait. Et bien comment petit à petit de l'art, on s'est déplacé vers l'art qui guérit, donc de l'art brut, ce qui était avant, donc les débuts de l'art-thérapie, vers l'art-thérapie aujourd'hui. Et puis à la fin, si ça vous dit, je vous propose un vrai atelier. Donc j'ai amené des choses. En art-thérapie, j'utilise plusieurs outils. Donc vous savez que l'art-thérapie, c'est pas que de la peinture, du dessin, c'est aussi la danse, c'est aussi la musique, c'est le textile, c'est même le papier alu. C'est beaucoup la musique. Donc il y a plein d'outils différents. Je peux vous en proposer quelques-uns à la fin. Et puis on va voir comment on est arrivé aujourd'hui à avoir cette reconnaissance institutionnelle, donc la naissance de l'art-thérapie sur mon plan. Alors, je vais m'asseoir, si vous me permettez, comme ça, je vous laisse voir les slides. Donc oui, l'art, c'est un terme qui englobe plusieurs disciplines. Comme on avait dit, il y a la peinture, il y a la sculpture, la vidéo aussi, la photo, le dessin, la littérature, l'écriture, la musique, la danse. En novembre 2019, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié un rapport qui affirmait pour la toute première fois, imaginez-vous, en 2019, quand même, c'est dommage qu'on ait attendu 2019, mais bon. Enfin, on a eu un rapport qui affirmait pour la première fois l'impact bénéfique de l'art sur notre santé physique et mentale. Donc ce rapport se base sur 900 articles, des articles scientifiques, et stipule que les activités artistiques sont déterminantes pour notre épanouissement depuis notre conception. Donc sachez que même quand on a seulement 4 mois dans le ventre de notre maman, on est déjà sensible à l'art, à la musique, au son. Et puis voilà, depuis notre conception jusqu'à l'âge avancé. Et devrait être généralisé aux côtés des protocoles thérapeutiques en milieu hospitalier, dans l'éducation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc je cite ce qu'ils ont écrit. Les arts seront un outil de premier ordre pour aider à la reconstruction de notre santé mentale après la crise, affirme l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, cette piste médicale est largement sous-exploitée aujourd'hui, je dirais. L'OMS présente ces 5 catégories que vous avez sur le slide, les 5 catégories de l'art, l'art visuel, l'art de scène, la culture, l'art numérique, la littérature. Et ils disent que, en conclusion, que les arts apportent une aide psychologique, sociale et comportementale. J'aime bien cette citation. Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. Donc c'est une approche non médicamenteuse, c'est ce qu'on dit, l'art-thérapie. Et souvent, je vous ai mis les 3 aspects, les 3 domaines un peu qui s'entremêlent en art-thérapie. Vous avez le domaine de la psychologie, de la psychothérapie, à support artistique. Vous avez aussi l'animation, la médiation artistique, qui est encore
autre chose, mais qui ont des éléments de chaque domaine dans l'art-thérapie. Donc, je dis souvent que l'art-thérapie, c'est tout d'abord un soin de support. Pourquoi c'est un soin de support? Parce que ça s'inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Donc, on parle des protocoles de soins individualisés à l'hôpital, par exemple, dans un EHPAD, dans des institutions, organisations. Donc, il y a des indications, des observations, des stratégies thérapeutiques, il y a un suivi, il y a une analyse et une évaluation après. Donc, c'est aussi utilisé dans le champ du développement personnel. Donc, je ne parle pas que du champ médical, mais aussi dans le développement personnel. Donc, l'art-thérapie est une méthode qui permet d'exprimer ses ressentis autrement qu'avec les mots, et c'est ça que je trouve qui est super intéressant, parce que dans le champ psychothérapeutique, on va beaucoup utiliser les mots et la parole, on va la chercher, on va la stimuler, on va la motiver. Et en art-thérapie, ce qui se passe, c'est que là où la parole ne suffit pas, ou sûrement vous avez vécu des situations où il n'existe pas les mots pour décrire ce qu'on ressent, pour décrire nos émotions. Et c'est là où l'art-thérapie trouve absolument sa place. C'est une expression autre qu'à travers la parole. Évidemment, ça peut aussi inspirer la parole, mais ce n'est pas son but. Son but, c'est de trouver une autre expression que la parole. Et pourquoi on parle d'art-thérapie? Parce que il y a l'aspect artistique certes, mais il y a le mot thérapie, ça implique relation d'aide, accompagnement, espace sécurisant. Donc cette notion de relation est vraiment liée à l'art-thérapie. Et c'est aussi ce qui distingue l'art-thérapie d'un atelier d'art. Par exemple, vous avez un artiste qui va montrer, je ne sais pas, une peinture, qui va donner un modèle et on va dessiner, on va plutôt se centrer sur la performance. En art-thérapie, il n'y a pas de performance, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de se connecter à soi, à ses émotions, à ses ressentis et surtout pas à créer quelque chose de magnifique. Ce n'est pas ça le but. L'impact de l'art sur le psyché. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde une œuvre d'art? Donc déjà, quand on regarde une œuvre d'art, on vit une expérience très personnelle. On est d'accord. On s'est rendu compte quand on est, par exemple, avec nos amis en train de regarder une œuvre d'art et on voit absolument des choses complètement différentes. Donc, au-delà de questions esthétiques, on va vivre tous une activité cérébrale très intense. L'art apaise et réduit le niveau de stress. Ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard quand on va parler des hormones. La création d'images aide à résoudre des problèmes. Oui, vous allez vous poser la question, mais comment ça nous aide à résoudre nos problèmes? En fait, quand on va apprendre, par exemple, une nouvelle langue, on va voir quelque chose qui va nous inspirer, qui va nous poser des questions. Il y a tout un tas de connexions neuronales qui vont s'activer, et c'est ça qui va nous aider plus tard à trouver des solutions dans nos vies. Pourquoi les enfants jouent et on les laisse jouer? Et c'est malheureusement quelque chose qu'on oublie après l'école. En jouant, dans le jeu, il y a le jeu, on est d'accord. Donc en jouant, en découvrant, en s'exprimant, en explorant, on va créer ces nouvelles connexions neuronales. En fait. En apprenant des nouvelles choses, c'est ça qui va nous ouvrir en fait, le champ de possibles plus tard dans nos vies. Donc oui, ça libère notre potentiel, on peut dire. Ça développe notre capacité à nous interroger, notre ouverture d'esprit, à nous déconnecter déjà de notre quotidien, à traverser le temps et l'espace, à voyager à travers le temps, dans le passé, dans le futur. Donc l'art ouvre le champ des possibles. Pensez à vos voyages à l'étranger, où on peut vivre souvent un choc culturel. Ça vous est arrivé de vous sentir complètement fatigué après une journée magnifique, notamment à Florence par exemple, ou n'importe, dans un pays où vous avez peut-être vu une exposition extraordinaire, vous avez vécu tout un tas d'émotions, vous arrivez, mais vous êtes crevé. En fait, c'est pour ça, c'est parce que l'art fait vivre notre curiosité, notre créativité, ça nous donne cette possibilité d'explorer des territoires inconnus, de voyager dans le temps, comme je vous ai dit. Donc c'est la raison pour laquelle on se sent parfois très fatigué après avoir visité une exposition.
Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous connaissez le syndrome de Stendhal? Oui? Non? Oui? Non. Alors, c'est quelque chose de très intéressant, le syndrome de Stendhal. En 1817, l'écrivain Stendhal, l'écrivain français, dans son récit autobiographique Rome, Naples et Florence, il relate une expérience hors du commun qu'il a vécue à Florence. Donc, je cite. « J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur. La vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber, écrit-il. Et ce n'est seulement en 1989, donc il y a seulement 34 ans, l'italienne Graziella Magherini caractérise ce syndrome. Pourquoi? Parce que elle observe, c'est un psychiatre, elle observe et elle décrit plus de 100 cas similaires dans son propre expérience parmi les touristes en visite dans ce berceau de la Renaissance. Et elle relate ses conclusions, je cite. « Nous sommes tous porteurs du syndrome de Stendhal. Ce phénomène reste pour la plupart d'entre nous diffus. Dans certaines conditions d'intimité, une œuvre d'art fonctionne pour celui qui la regarde comme le symbole d'un drame intérieur. » Donc certains voyageurs et amateurs d'art peuvent éprouver une émotivité démesurée face à des créations artistiques. Donc ce trouble psychosomatique s'appelle syndrome de Stendhal ou syndrome de Florence ou syndrome de voyageur. Donc il y a 3 termes. Donc ça comprend des vertiges, des troubles respiratoires, un battement de cœur, une tachycardie, voire même des hallucinations. Donc ça prouve également à quel point l'art peut avoir un impact fort sur notre psyché. Donc quand on regarde une œuvre d'art, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a 3 processus bien distincts. Il y a tout d'abord ce que l'œuvre représente. Oui, donc c'est un lien avec nos connaissances intellectuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder de la même façon un Picasso et une œuvre abstraite. Parce que déjà, tout de suite, on va s'en souvenir, tout ce qu'on connaît de lui, de l'époque. Donc, ça va mettre en fonction nos connaissances intellectuelles. Donc, ensuite, il y a une expérience perceptive. On sait que notre cerveau aime la symétrie. Donc, c'est pas pour rien que les jardins sont parfaitement symétriques chez le nôtre, où on adore les peintures de la Renaissance, tout est parfaitement symétrique. Et ça, c'est pour flatter notre amour de la symétrie. Et puis, bien sûr, il y a nos émotions qui vont être générées par l'œuvre d'art qu'on est en train de regarder. Alors, on va faire une expérience. Je vous donne 10 secondes. Qu'est-ce qui vous vient par l'esprit? Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous regardez ces images? La douceur. Douceur. Le vent. Le vent. Féminité. Féminité. Nature. Nature. Légèreté. Senteur. Légèreté. Senteur. Couleur pastel. Pastel. Ouais. Apaisement. La nostalgie. Nostalgie. Vous voyez déjà comme c'est différent? On parle des émotions, on parle de ce qu'on voit, on parle de ce qu'on ressent, à quoi ça nous fait penser. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 secondes? Là, dans les 10 ou 20 secondes qui suivent la fixation d'une œuvre d'art, il y aura tout d'abord un jugement qui va se faire. Et si on suit l'activité du cerveau, à ce moment-là, on voit qu'on commence par le regard. On est d'accord? On regarde, donc c'est le lobe occipital qui s'active. Puis, on analyse l'œuvre d'art. C'est le lobe pariétal. Puis il y a aussi une activité dans le lobe frontal pour juger l'œuvre d'art. Donc tout de suite on va se dire on aime ou on n'aime pas, c'est l'impressionniste, c'est pas l'impressionniste, c'est quelle époque. Donc il y a aussi une activité dans le lobe frontal pour juger. Et il y a des zones dans le cortex préfrontal qui ne s'activent que si l'on trouve l'œuvre belle. Donc l'art, oui, vous voyez, travaille nos fonctions cognitives. En observant une œuvre d'art, on stimule ces différentes zones du cerveau, notamment la région du cerveau responsable de la compréhension visuelle et la reconnaissance d'objets. On va essayer de comprendre, de trouver un sens. On va évidemment prouver aussi des émotions, on va créer des liens avec nos souvenirs, avec nos connaissances, avec notre perception du monde.
Et un autre fait très intéressant, l'augmentation du flux sanguin est proportionnelle à l'appréciation du tableau. Donc, lorsque vous regardez un tableau que vous trouvez beau, cela augmente votre flux sanguin de 10%. Donc, c'est bien pour la circulation aussi. Après, c'est dommage, on n'a pas un danse-thérapeute ici qui pourrait vous expliquer aussi l'impact sur le psyché, sur le corps. Mais de la même façon, en fait, il y a une influence sur les ondes du cerveau, sur tout le corps, pendant la danse, la musique, et tout simplement en regardant une œuvre d'art. Donc, c'est quoi ce cocktail biochimique ? Sachez que certains médecins, au Canada notamment, vont désormais prescrire ce qu'ils appellent une ordonnance muséale. C'est génial. Donc, ce sont des sorties au musée qui vont prescrire à ces patients en complément de leur traitement conventionnel. Donc, c'est vraiment une approche non médicamenteuse. C'est aussi, on peut avoir aussi une ordonnance. Et cette initiative débute à compter du 1er novembre 2018 au Canada. Dans quel genre de musée? Parce qu'il y a toutes sortes de... Musée d'art, en général. Entre moderne et... Ah, mais n'importe. Musée d'art classique, d'art moderne. Ça n'est pas pareil sur les patients. Mais oui, sûrement. Mais l'influence va être de toute façon, de la même façon. On va activer les mêmes zones, les mêmes lobes. Donc, ça va nous faire travailler la cognition, moi, si on me les émotions. d'aller au musée d'art moderne, je vais dégoûter. Par exemple, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, mais j'étais pas le curé, mais je sais pas. On est allé à la bibliothèque avec ma fille il y a quelques années en arrière, elle était fermée, du coup on est rentré là, mais Ouais. alors que j'aurais été au musée des Beaux-Arts par exemple. Alors là, j'aurais pris. C'est ce que les institutions préfèrent. J'aurais refusé l'ordonnance pour. Ah, ben, ça dépend du goût. Oui, bien sûr, les goûts ne se discutent pas, mais généralement, les institutions, évidemment, préfèrent les musées de beaux-arts. Mais je trouve que c'est intéressant. Par exemple, dans les EHPAD, je propose aussi de la musique contemporaine, un court-métrage moderne, des choses un peu aussi pour ne pas rester dans le même format et de réveiller un peu la curiosité. Et puis, ça les fait sentir aussi un peu plus contemporain. Puis ça pose des questions. Mais qu'est-ce que vous écoutez? Ah, le rap, j'aime pas. Oui. Donc déjà, il y a une communication qui s'installe. Donc voilà, de plus en plus d'études le démontrent. Le contact avec les œuvres d'art a un réel impact sur notre santé, sur l'état de santé psychique et mentale de la population. Alors, je vais vous montrer plutôt ce qui se passe dans ce cocktail biochimique. Donc, tout d'abord, il y a la dopamine. La dopamine, l'hormone de la joie de vivre. La dopamine, par exemple, est impliquée dans la motricité. C'est cette substance qui manque aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et elle agit aussi directement sur la partie de notre cerveau qui gère l'élan vital, notre envie de vivre. Et ça peut être n'importe, un portrait, un paysage, une nature morte. Tout simplement, le fait de prendre du plaisir à regarder une œuvre d'art va déclencher la dopamine. Donc c'est l'hormone du bien-être et du plaisir. Ça a été prouvé par des analyses scientifiques. Complètement, oui. Tout ça. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant. Complètement. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui parce que bon, on sait tous que l'art en soi est thérapeutique, c'est bien agréable tout, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller chercher les recherches scientifiques qui prouvent, et il y en a de plus en plus. C'est ça qui est fascinant, et heureusement. Donc ensuite, la dopamine. Ensuite, vous avez la sérotonine. La sérotonine qu'on utilise quand on prend des antidépresseurs. Qui aurait également une action sur le sommeil, sur les troubles alimentaires. Donc voilà. C'est contre le stress aussi, c'est ça? C'est ça. On a un médecin ici qui prescrit souvent des antidépresseurs. Vous pouvez en parler à l'occasion. Ça contient en fait dans la composition des antidépresseurs, c'est ça? Il y a de la... Ça, c'est inhibiteur de récapteur de la sérotonine. On augmente sa propre sérotonine. On ne reçoit pas de... Oui, c'est pour augmenter. Là, en allant au musée, déjà, vous pouvez l'augmenter naturellement.
Et il y a le chocolat. Le chocolat. Poivron, le soleil, le sexe et le sport. La sérotonine naturellement. Voilà. Là. Donc, vous voyez, les visites au musée permettent aux patients diabétiques, par exemple, d'augmenter leur taux de sérotonine aussi. Ça a été prouvé. Oui. Pourquoi la sérotonine? Ah, c'est bon, merci, c'est fait. Oui, j'avais mon parking jusqu'à 19h, c'est fait. La sérotonine et le sucre, ça a un lien? Le chocolat, oui, Ah oui, d'accord. Voilà. ce qu'on contient dans le chocolat. Donc, vous avez dit le chocolat, Le sport. le sport, le sexe, Pas le poivron, mais le Piment. le poivron. les piments. Voilà, oui, il y a toute une liste en fait. Vous pouvez regarder les produits contenant le plus de sérotonine. Le sport, l'activité musculaire. L'activité physique intense, ouais. Ensuite, vous avez l'endorphine. L'endorphine qui procure pareillement cette impression de bien-être, qui fait partie des neurotransmetteurs du plaisir, connus pour lutter contre le stress également, et qui permet à un individu de se sentir dans un état de bien-être et de plénitude, voire d'euphorie. Tout ça réduit l'anxiété, diminue la douleur physique et empêche de ressentir la fatigue. On va avoir aussi des effets sur la morphine endogène et sur l'oxytocine, l'hormone de l'attachement et de l'amour. Surtout quand on partage cette expérience en groupe avec quelqu'un. D'accord. Donc voilà, vous voyez tout un cocktail biochimique. Ça paraît anodin, hein, mais en fait, il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre corps. Alors, on fait notre expérience. Que voyez-vous ici? Des carrés, Mondrian, oui. Des couleurs, des traits noirs. Des couleurs, des traits noirs. Géométrie. Géométrie. Les Un labyrinthe. Un labyrinthe, oui. Des portes et des fenêtres. Des portes et des fenêtres. L'équilibre. La symétrie. L'art abstrait. La stabilité. La stabilité. Ok. Et maintenant? Le soleil. Le coucher de soleil. Des herbes, Des herbes. des arbres, Des arbres. La chaleur. Chaleur, oui. Une L'anarchie, oui. Suspension. des couleurs, Des couleurs. des traits noirs, sans couleur. Mhm. Ah bah pareillement. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, tout d'abord, quand vous avez vu l'œuvre de Mondrian, vous étiez en quête de sens. Donc, comme une équation mathématique, vous essayez de comprendre ce paradoxe visuel, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens? C'est comme tenter de résoudre une énigme ou un puzzle. Est-ce qu'il y a une forme? Qu'est-ce qu'il essaie de représenter par ces carrés? Donc, on se demande quel est le sens. Et on va essayer de résoudre, en fait, comme un puzzle, les éléments de Mondrian. Et après, vous avez vu, l'art réveille notre plaisir, nos émotions, mais également notre empathie. Donc, tout de suite, on a ressenti de la chaleur, coucher de soleil, nostalgie. Donc, au contact avec une œuvre d'art, nous rentrons en fait en résonance avec l'artiste qui a travaillé sur l'œuvre. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Grâce à nos neurones miroirs, notre cerveau essaie de deviner l'intention de l'artiste. On se met à sa place. Même s'il est mort depuis des siècles. Ça ne ferait pas plutôt ressortir nos propres... Ah bien sûr, notre si, propre, en fait, tout à fait. résonance avec ce qu'on voit. Bien sûr, parce que quand on regarde une œuvre d'art, on vient avec notre bagage, avec nos émotions, avec ce qu'on ressent à ce moment-là, bien évidemment aussi. Donc mais c'est aussi la capacité de nous projeter dans la scène qui est représentée devant nos yeux. En fait, ce sont des recherches qui ont étudié les neurones miroirs et comment ça s'active quand on est en face d'un tableau, d'une œuvre d'art. Donc, on pourrait même se mettre à la place de l'artiste. On peut visualiser les traces des pinceaux. Vous avez vu des gens, même vous-même, quand vous arrêtez pendant longtemps devant une peinture et puis vous observez la trace du pinceau, de la couleur, même en détail, en vous rapprochant, puis un peu en prenant de la distance. Donc, en visualisant ces traces des pinceaux, on va s'imaginer à la place de l'artiste, en peignant ligne par ligne, en stimulant nos fonctions cérébrales. Et aujourd'hui, les neurosciences permettent d'expliquer ces circuits neuronaux sollicités lorsqu'on se trouve face à une œuvre d'art.
Et quand on prend le temps de regarder un tableau, on pourrait de manière imaginaire se placer à l'intérieur et de revivre l'émotion dans ce tableau. Quelqu'un dit chaleur, tout de suite, peut-être que même vous avez eu, je sais pas, une montée de température d'un grade, peut-être, c'est aussi possible. Donc si par exemple vous regardez un tableau représentant un soleil flamboyant que vous avez vu, vous pouvez ressentir effectivement cette chaleur sur votre peau ou ressentir la douleur, la détresse si c'est un tableau triste. Donc oui, il y a toute une palette d'émotions et on sait que quand on voit une œuvre d'art, par exemple si on voit la Joconde, notre cerveau fonctionne comme si on était réellement face à Mona Lisa. Même si on sait, elle n'existe plus, elle n'est pas en face de nous, mais en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme si on était en train de discuter avec elle. Et curieusement, les œuvres d'art qui ne sont pas des entités biologiques sont perçues par notre cerveau comme si c'était des personnes vivantes. Donc ça développe l'empathie aussi. Et si l'œuvre plaît au spectateur, son stress diminue, car sa production de cortisol, donc l'hormone dite de stress, ralentit, le corps se détend et les émotions positives se répandent. Ouais. En gros, son attention est détournée par l'image ou par l'œuvre d'art, ça peut être une sculpture ou quoi. Et ce détournement fait que, et cette occupation dans laquelle il se plonge plus ou moins, etc., ça lui permet de se détendre et d'apprendre à se déconnecter. Complètement. En fait, on va se dissocier déjà de notre monde réel d'aujourd'hui et on va un peu partir dans l'imaginaire. Mais en fait, c'est tout un mouvement. C'est un va-et-vient. Et puis, ça va résonner en même temps avec nos émotions du moment. Peut-être qu'on va ressentir tout de suite une nostalgie, ou on va voir un visage qui va ressembler à une personne qui n'est plus là, et tout de suite ça va engendrer d'autres émotions. Donc c'est vraiment, c'est très complexe. Et c'est en ça que c'est beau, en fait, d'interagir avec l'art. C'est un cerveau en mouvement, on peut dire. Donc grâce au dessin et à la peinture, les deux hémisphères du cerveau sont stimulés, le gauche comme le droit. Vous savez, le gauche représente ce côté logique, rationnel, et tandis que l'hémisphère droit est en lien avec la créativité, l'imaginaire, les émotions. Donc ça développe notre intelligence émotionnelle, on peut dire. Les émotions sont une part très importante de notre créativité. Et avec la peinture, nous laissons ces émotions nous traverser. Et donc nous ressentons du bonheur, de l'amour, de l'empathie, de la paix, plein d'émotions, toute une palette d'émotions qui va nous traverser. Ou de l'aversion, quelquefois. Comment ? Ou de l'aversion, quelquefois. Oui, tout à fait. Des œuvres d'art qui peuvent nous provoquer. Ah bah absolument, oui, c'est très vivant. Alors j'entends souvent cette phrase quand on commence un atelier d'art-thérapie, mais non, mais je ne suis pas quelqu'un de créatif, c'est pas pour moi. Mais en fait, sans la créativité, si on se pose vraiment la question, sans la créativité, que ferions-nous sans la créativité dans la vie ? Parce que c'est un processus de développement et un mode d'expression destiné à résoudre des problèmes ou à satisfaire des besoins émotionnels. C'est la définition. Donc vous voyez à quel point la créativité en fait nous aide à résoudre des problèmes, à trouver des solutions. Et j'aime beaucoup la définition de la créativité qui nous offre l'essayiste Richard Luc. La créativité est un véhicule, c'est un mécanisme exceptionnel capable de nous aider non seulement à restructurer la douleur, à canaliser la souffrance. Donc en fait, dans un atelier d'art-thérapie, on va se connecter à la créativité. C'est un peu ce qu'on fait aussi en tout cas ce que je fais dans l'accompagnement art thérapeutique, mais où je mêle un peu de PNL, d'hypnose. Tout est là en fait, se connecter à cette partie de nous, à cette partie créative, pas qui est dans le mental et qui est en train de juger qu'est-ce que je suis en train de faire, ah, c'est moche, c'est pas joli, non, je sais pas dessiner. C'est vraiment se connecter à cette dimension de soi qui a déjà toutes les réponses, qui sait tout. Et c'est ça, cette partie créative à l'intérieur de nous. C'est comme ça qu'à travers l'hypnose, par exemple, on peut résoudre des problèmes. Et on se dit mentalement, mais comment c'est possible ? Je suis en train d'écouter quelqu'un me disant, je sais pas, me parlant pendant une demi-heure, et puis bam, j'arrête de fumer,
je sors de mon état dépressif, je trouve des solutions d'un coup, et pourtant, je n'ai pas mis mon mental à trouver des solutions, à faire une to-do list ou un tableau Excel. Donc, toute la beauté est là. C'est en soi que je trouve l'art-thérapie vraiment une manière très délicate et fine à travailler avec des difficultés vraiment complexes. Donc, les thérapies expressives comme la peinture, l'écriture, la composition sont également une façon de nous retrouver avec nous-mêmes pour prendre soin de nous et retrouver cet équilibre émotionnel. Et la douleur qui trouve aussi dans l'art un refuge très cathartique, souvent, un endroit où la personne peut se retrouver, prendre soin d'elle, plonger dans ses abîmes d'incertitude et se glisser dans ses trous noirs pour en ressortir plus fort, plus soulagé. Jean-Paul Sartre qui disait « La souffrance se justifie dès qu'elle devient la matière première de la beauté ». C'est ce qu'on fait en fait en art-thérapie. On va transformer, on ne va pas nier les choses et on va pas... La douleur, elle sera toujours là, mais quand elle est accueillie, quand on est en paix avec ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive, en fait, c'est pas que la douleur, elle va disparaître, mais elle est mieux accueillie, donc elle fait pas si mal, elle fait moins mal. Et dans le cas contraire, oui. C'est-à-dire que l'art est un exauceur de souffrance et que la souffrance ressort dans l'art. Et qu'au lieu d'apaiser, ça ne fait que l'exacerber. C'est très juste, c'est un point très juste parce que c'est le grand débat. En art-thérapie classique, art-thérapie contemporaine aussi. Donc d'un côté, et c'est vrai, comme j'ai plusieurs écoles, c'est les deux théories un peu qui se battent. D'un côté, on dit, si on sort cette souffrance, on va lui donner une forme, une couleur, on va se dissocier. Déjà, elle ne fait pas partie de nous, donc je ne suis pas un anxieux, j'éprouve de l'anxiété. Donc, elle est comment, elle est comme ça. Donc, déjà, je me dissocie. Je fais un point d'un avant, par exemple, si on parle des traumatismes, tout le travail dans cette souffrance post-traumatique, c'est de faire cet écart d'avant et d'aujourd'hui, donc du passé et du présent. Parce que oui, c'était dur, c'était avant, mais je porte plus ça comme un sac à dos lourd aujourd'hui. Oui, on prend de la distance, donc on ne l'efface pas. On vit avec, mais le poids n'est pas aussi impactant. Ouais. Et en même temps, il y a par exemple l'art-thérapie contemporaine qui justement dit que c'est mieux de laisser un espace complètement libre de tout ça, ne pas parler de sa souffrance, ne pas se focaliser sur ce qui s'est passé, sur trauma, etc., mais laisser cet espace libre, un ailleurs possible, encore plus imaginaire. On fait complètement autre chose, on pense à autre chose et on se connecte à soi, au véritable soi. Donc pas en tant qu'un malade ou qu'un patient, mais à soi qui a des goûts, qui fait des choix. Donc en fait, c'est... Oui, c'est très personnel et c'est ce que j'aime. Il y a tellement d'écoles, il y a tellement de courants et je pense que chaque thérapeute, chaque professionnel, il va choisir un peu son courant par rapport à ses propres expériences. Si je parle de mes expériences, j'ai vu que justement en donnant forme à sa souffrance, il y a un vrai impact de dissociation. Donc j'ai vu à chaque fois, sans exception, que ça a marché. On va voir. Peut-être qu'un jour... En sculptant sa souffrance, quelqu'un va dire... Non, c'est vrai que ça m'est arrivé, en soins palliatifs, une dame qui disait non, en fait, je me rends compte de plus en plus que je ne suis pas capable, je ne suis pas comme avant. Donc encore, ça a accentué le fait qu'elle n'était pas à mesure de créer comme elle aurait fait il y a un an, avant sa maladie. Et en même temps, ça lui a permis de faire avec son possible. Et c'est ça aussi qu'on fait en art-thérapie, on fait avec le possible. Comment ? L'acceptation, l'accueil. C'est l'accueil qu'on travaille. Donc forcément, ça ne va pas se passer d'un coup comme ça. On ne va pas accueillir la douleur, la souffrance, tout simplement. Donc c'est en ça qu'il y a un travail thérapeutique petit à petit. On peut structurer la création et l'émergence de la créative pour apaiser l'intérieur, en modulant en fait la création de l'autre. Si on peut moduler la création de l'autre, pour apaiser les souffrances intérieures. Oui et non, ça dépend du professionnel et de son intention. Par exemple, dans l'accompagnement en art coaching, ce
ce que je fais, où je mets la PNL avec l'art-thérapie, oui, je vais plutôt donner plus de... Je vais l'accompagner en donnant les bonnes questions pour diriger un peu le travail. Mais il y a aussi le cas d'une art-thérapie où on va vraiment laisser cet espace à faire venir ce qui vient, sans vraiment diriger, sans avoir une influence. Et on respecte en fait cet espace de la personne pour voir comment lui il est. Donc c'est encore une manière encore plus délicate. Donc c'est de cas par cas. Oui. Et parfois, la souffrance ou la douleur peut avoir complètement coupé la créativité de la personne qui était déjà une personne créative. Aussi, oui. Et qui fait qu'elle n'arrive plus à se tourner vers l'art alors que c'était son truc justement. Et souvent, on le voit souvent en soins palliatifs. Ah non, je veux pas parce que je veux bien. C'est pas vouloir, c'est pouvoir justement. Moi, on peut. C'est en ça qu'on fait avec le possible. Vous voyez, un soin palliatif, par exemple, il y a des gens alités qui bougent que leurs yeux et un bras ou un doigt ou une main. Et pourtant, avec la musique, ils arrivent à danser. Quand je dis danser, c'est pas tout le corps qui sort du lit. Mais j'ai vu des choses extraordinaires. Une dame qui était alitée, mais qui pouvait bouger que ses mains. Et avec la musique, dans l'accompagnement en toute douceur, elle a commencé à danser avec les mains en étant... Bon, on a fait un peu d'hypnose en même temps. Donc, elle dansait avec ses mains. Et elle s'est retrouvée dans sa maison quand elle était petite. Elle a ressenti l'odeur du feu brûlé, du cheminée, de la maison de sa maman. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui lui est revenu. Et c'était... là, je parle, j'ai la chair de poule toujours, parce que c'est des choses impressionnantes qu'on voit. Et dans les situations où la personne détruit sa propre créativité, sa propre œuvre, qu'elle a déposée, et pourtant elle lacère, elle jette, comme par rejet de ce qu'elle a déposé. J'ai jamais eu de rejet de ce... C'est pas un rejet, c'est peut-être justement un bagage émotionnel dont on veut, comme si on voulait mettre les émotions négatives dans un sac et les jeter. Ah oui, ça c'est des techniques, c'est des protocoles, oui, c'est encore autre chose. La dame, quand elle a... Et vous aussi, quand vous avez votre culture de créativité, peut-être que c'était dans un certain domaine que vous avez... En fait, si vous voulez, il y a pareillement, ça dépend des... Juste peut-être par rapport à la dame, parce que moi aussi, j'ai plus ou moins toujours eu de la créativité en moi. Mais par exemple, avant que j'en suis, je danse plus. Est-ce que votre créativité, quand elle s'est arrêtée, vous avez eu l'impression qu'à cause des émotions, quelque chose qu'elle s'est arrêtée, est-ce que c'est peut-être juste pas un domaine où elle aurait pu s'arrêter, alors que peut-être dans d'autres domaines, par exemple, je ne sais pas, vous faisiez de la peinture et vous avez peut-être plus envie de faire la peinture, mais peut-être qu'on vous aurait mis de la musique. Vous voyez, c'est pas votre créativité qui était morte, c'est votre créativité ou envie de faire le même genre de... Moi, en ce moment, je m'exprime plus dans la cuisine, enfin voilà, dans la créativité. Alors qu'avant, c'était... Ah oui, les supports, c'est un... Votre créativité, c'est pas la créativité ou vous qui s'est éteinte, c'est juste peut-être qu'elle a besoin de se transformer ou la manière, ouais. Alors, la personne, elle n'est pas éteinte, elle détruit sa production. Oui, qu'elle a détruit sa production, mais après... La destruction de l'œuvre, il y a plusieurs choses ici. Est-ce que c'était une période où il fallait surmonter certaines souffrances Ça dépend de quoi on parle. On parle des techniques de gestalt, par exemple, où effectivement, on va créer quelque chose pour fermer le gestalt. On va détruire, on va tout écrire, on va détruire, on va jeter dans la mer ou sur une pierre. Donc, il y a plusieurs techniques. C'est en ça que je dis, il y a différents courants et ça dépend de quelle manière on travaille avec la personne et quel est le but. Après, si la personne, elle a détruit toute seule, tant mieux. Si elle a ressenti le besoin, peut-être que justement, c'est ce qu'elle a fait automatiquement. Elle a fait son gestalt, elle a fait son travail pour détruire ce qu'elle a mis dedans. Souvent, par exemple, je peux commencer une journée, on écrit toutes nos pensées qui sont plutôt négatives, qui nous empêchent à être libres, à réfléchir à autre chose, donc des pensées comme des mouches qui sont là, bzzz, la journée, après. On va les écrire, on va les mettre dans une boîte, et donc je fais mes ateliers, puis à la fin, je demande à la personne, est-ce que vous voulez les récupérer ou pas? Souvent, évidemment, non, on va les jeter.
Et la plupart du temps, en fait, c'est ça. C'est quand on se donne cette notion de « Ok, maintenant c'est le temps, j'ai 1 heure pour me concentrer que sur moi-même. » Et ça peut attendre. Donc ce nuage-là, je ne vais pas l'effacer, il est là. Mais maintenant, c'est ça que je vais faire. Donc, quand on nie pas les choses, en guillemets, mauvaises ou négatives, en fait, elles sont là parce que elles ont toute leur importance, toute leur fonction positive, on peut dire. Donc, on ne va pas les nier. C'est comme avec un enfant qui est tout le temps « Hey, maman, mais je veux... » Ok, bah, je suis là, je t'entends, je t'écoute, ok. Je reviens vers toi dans 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Et là, je me laisse cet espace à autre chose. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre réponse? Ok. Ça m'a... Oui, c'est très complexe, effectivement, parce que si on parle encore des courants, c'est tout un bouquet. Après, en art-thérapie contemporaine, par exemple, il n'y a même pas de production, il n'y a même pas de peinture, il n'y a même pas de sculpture, il n'y a même pas d'argile. Vous voulez dire quelque chose? On ne vous entend pas. J'ai dit une envie s'étouffe. Oui. Il faut d'abord la reprendre, par exemple, en écrivant tous les jours. Bah, ça dépend pour vous peut-être, mais pour quelqu'un d'autre, l'écriture, ça marchera pas. Je veux dire, c'est un chemin. Mais exact. Mais alors, ce qui vous dites, on écrit pour justement analyser. Ça peut être l'écriture. Ça demande Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est l'envie. En fait, ce qu'on va chercher en art-thérapie, c'est de ressusciter l'envie. Voilà. Soit par l'écriture, par la danse, par la musique, n'importe. C'est l'envie. C'est ça qui nous maintient vivants. C'est quand on veut choisir une couleur, faire n'importe quoi, mais on a envie. Quand on a envie, c'est tout. C'est difficile. Oui, bah, c'est en ça que c'est fort. C'est pour ça que vous faites. Oui, oui. Ouais. Se faire avec le possible et se reconnecter à l'envie de vivre en fait. Bon, l'art comme refuge et canalisateur de la souffrance. Comme on y est, on parle de la souffrance. Vous avez sûrement entendu parler de l'archétype de l'artiste maudit, ce terme, qui est un artiste pauvre, asocial, dépressif, suicidaire, colérique, fou. Mais cette expression, elle a été utilisée pour tous ceux qui, de leur mal-être, ont fait, on peut dire, un sel de leur créativité, qui ont transformé en fait cette souffrance. Et là, il y a Rimbaud, Baudelaire, Gauguin, Modigliani, Bukowski, Frida Kahlo. Il y en a tellement en fait. Et là, je vous propose de revoir rapidement 3-4 pour en fait voir ce que c'est, comment ils ont fait. Albrecht Dürer, par exemple. Le peintre et le graveur allemand. Il avait choisi, ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est qu'il avait choisi de faire ce dessin, ce qui vaut mieux peut-être que de faire un long discours à son médecin, pour informer son médecin de l'endroit où il souffrait. Donc il montre là où ça lui faisait mal. Et il avait en outre écrit ses instructions même directement sur la feuille. Et en fait, en montrant précisément l'endroit de sa douleur, par l'intermédiaire de son dessin, il était déjà sur la voie de guérison. Vous allez demander, mais comment c'est possible? Si on observe un peu ce dessin, donc oui, le regard qui nous fixe, on dirait qu'il cache quelque chose, peut-être un mystère, ou l'index qui pointe un petit peu, qui rappelle le doigt de Dieu qui est dans la scène de la création d'Adam, par exemple, un peu comme une figure christique, peut-être. Peut-être qu'il espère soigner lui-même sa douleur en la dessinant, peut-être. Mais jusque-là, tout paraît à peu près clair. Donc, il représente sa douleur, la place en dehors de son corps physique, et il espère l'atténuer en l'enfermant dans une image. Donc, alors, décrire votre souffrance, la raconter, la chanter, la dessiner, la danser, vous permettra peut-être, quel que soit votre moyen d'expression, de mieux la cerner déjà, de lui imposer des limites, de lui donner un nom. On pourrait éventuellement vous aider à l'atténuer
Et c'est ce qu'on fait souvent en PNL en fait. On prend la position d'observateur, donc la position méta, et on va se voir nous-mêmes dans la situation difficile. Et c'est un peu ce que je fais en art coaching par exemple. Donc on prend cette position d'observateur et on va parler à ces parties de nous qui sont en conflit. On va leur donner une forme, une couleur, une voix. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est quoi sa fonction positive? Pourquoi elle est là pour nous? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Donc c'est déjà créer une distance par rapport à elle, à ces parties de nous en souffrance ou en conflit, et c'est la transformer, c'est le métamorphoser si vous voulez. Et c'est déjà un pas vers un mieux-être. Excusez-moi, Ouais. vous parlez de PNL. PNL, programmation neurolinguistique. Ah, ok. Oui, pardon, je ne vous ai pas parlé de PNL, mais encore, je pense que ça sera le sujet d'une autre conférence parce que c'est passionnant. Ça fait partie des thérapies brèves, ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc vous avez par exemple les psychanalyses, la psychothérapie qui dure un peu plus longtemps, on va aller vraiment dans les méandres d'une problématique et ça peut durer des années. Les thérapies brèves, l'idée c'est qu'on va plutôt regarder le futur et ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc on va moins aller dans le passé, on va le faire quand même pour changer le point de vue, réprogrammer, c'est pour ça que c'est une programmation neurolinguistique, on va reprogrammer en fait notre point de vue, les blocages qu'on a souvent dans le passé, pour se concentrer, se focaliser vers le futur. Qu'est-ce que je veux atteindre, comment, quelles sont les ressources dont je dispose et comment je peux les mettre en place pour arriver à un mieux-être. En gros, hein, je fais vraiment au plus simple. Toutes ces techniques, finalement, il faut qu'il y ait déjà qu'on puisse élaborer, que la personne puisse avoir accès à l'élaboration et puisse accepter de faire l'introspection de soi. Ah mais bien sûr, mais on commence pas le travail avec une personne qui ne veut pas. C'est la toute première chose. Et la personne qui n'a pas accès à ça et qui est enfermée dans cette souffrance. On a tous accès. La question est comment le thérapeute va poser la question. En fait, c'est pas tout l'accompagnement en PNL, par exemple, ou en art coaching, c'est en posant les bonnes questions pour aider la personne à s'ouvrir, à accéder en fait à tout ça. C'est en ça que les thérapies brèves sont puissantes et fortes. C'est qu'en court temps, on va avoir accès et on va avoir un éclairage en fait sur notre souffrance, sur les conflits intérieurs qu'on a et aussi sur nos ressources. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour résoudre ces conflits. Et en art coaching, je combine les deux justement parce que quand on visualise mieux la problématique, c'est comme si déjà on se détache et c'est comme si on parlait, on était dans une table ronde et on parle à nos parties qui sont en conflit. Donc ça, c'est une table de négociation si vous voulez, ce qui permet un changement de point de vue. Donc, oui, c'est passionnant. Bon, Frida Kahlo, quand la douleur devient une force. Vous connaissez l'histoire de Frida Kahlo, sûrement. Cette jeune Mexicaine qui apprend à 6 ans qu'elle est atteinte d'une poliomyélite. Et c'est pas tout. Après, j'ai 10%. Pourquoi? On me dit que j'ai 10% de batterie. Parce que la prise, elle est peut-être pas mise. Mais je l'ai mise là, mais... Bizarre. Attendez. Petite pause pub. On va essayer l'autre switch. Que si ça va s'éteindre, c'est pas gauche. Et là? Non, c'est bon. Et là, il y a vidéo. pas de lumière, Non, c'est c'est bon? bon. Il y a Ok. le vidéoprojecteur. Bon. Est-ce que je vais juste voir si... Oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que... oui. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, à 6 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'une poliomyélite, mais c'est pas tout. Plus tard, en 1925, elle est victime d'un accident de bus. Donc, plusieurs mois d'hospitalisation vont suivre avec une trentaine d'opérations, une douleur affreuse. Si jeune et déjà affaiblie physiquement, elle tente alors de s'évader en s'adonnant à la peinture. C'est là où sa douleur devient en fait sa force pour incarner cet artiste libre, détaché des nombreux tabous de son temps.
la sexualité, l'avortement, la maternité, la fécondité, la maternité, bref, plein de sujets qu'elle va aborder à travers ses œuvres. Et toutes ces années de traitement qu'elle a suivies, les appareils orthopédiques, j'ai eu la grande chance de pouvoir visiter une très belle exposition à Paris l'année dernière. On pouvait voir en fait pas que ses œuvres, mais aussi les objets de sa vie. Et vous l'avez vu peut-être aussi. J'ai vu à Saint-Pétersbourg, je pense que c'est la même. Les corsets aussi, ces corsets, ouais. C'est assez, c'est bluffant comment elle a transformé en fait aussi ces objets de sa souffrance dans des œuvres d'art. Excusez-moi, je ne la connais pas du tout, elle a vécu longtemps. Allez voir sur internet, vous allez voir comment elle a Je vais pas enlever. Ah oui. Après, si vous voulez, il y a aussi ce film-là que je vous conseille vivement. Vous allez voir ce film avec Salma Hayek. Et là, vous allez traverser en fait toute sa vie, dès son plus jeune âge, ses souffrances, ses tournements. C'est un personnage passionnant, Frida Kahlo. Et elle va s'évader de cette souffrance en s'adonnant à la peinture, où elle va représenter l'intensité de son réel. En fait, elle va représenter ses joies, mais surtout ses peines. Et c'est alors que sa douleur devient sa force pour incarner, comme je disais, pour incarner cet artiste libre. J'ai mis, je crois, des citations de Frida. « Je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. » Face à la torture, elle s'offre en fait deux choix. Soit se plaindre sur son sort toute sa vie restante, ou se servir de ce drame pour se créer une nouvelle vie. Pour créer son propre paradis, elle dit, il faut puiser dans son enfer personnel. Et là, vous avez une image d'elle-même. C'est d'ailleurs pendant sa longue période d'alitement qu'elle va peindre la plupart de ses autoportraits, grâce au miroir qui est fixé au-dessus de son lit. Donc si vous n'avez pas vu le film, vraiment, je vous le conseille. Edvard Munch, l'artiste, l'expressionniste qui pareillement a été tourmenté et hanté par la mort depuis son plus jeune âge, la maladie, la souffrance, et cette toile qui est peut-être la toile la plus anxiogène de toutes les toiles existantes. Le symbole de l'anxiété. Oui, le symbole de l'anxiété serait peut-être l'incarnation de son mal-être, parce qu'il souffrait aussi d'une dépression nerveuse et d'hallucinations. En fait, depuis sa naissance, il connaissait la souffrance, parce qu'il a perdu très jeune sa mère bien-aimée, puis sa sœur, qu'il aimait tant, et enfin aussi son père et son frère, tandis que la seule sœur encore vivante souffrait d'une maladie mentale. Et puis lui-même a commencé bientôt à faire des diverses névroses et états confusionnels qui l'ont poursuivi jusqu'à sa mort. Là, qu'est-ce que vous voyez? Sûrement la terreur, la confusion, les émotions générales de l'artiste sont bien représentées. Je cite son mémoire, il écrit « Je me promenais sur un sentier avec deux amis, le soleil se couchait, tout d'un coup le ciel devint jaune et rouge sang. Je m'arrêtais fatiguée et m'appuyais sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu qui éclabussaient le sentier. Mes amis continuèrent et je restais tremblant d'anxiété. J'ai senti monter à moi un grand cri et j'ai entendu ce cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. » En fait, l'histoire qu'on raconte sur ce tableau d'Edvard Munch, c'était qu'il se promenait dans les fjords, donc les paysages scandinaves, les fjords, avec deux amis. Et il a eu une sorte d'hallucination visuelle. Comme il a écrit, « J'ai entendu un cri infini déchirer la nature ». Et les couleurs que vous voyez, c'est en fait les conséquences de l'éruption d'un volcan, le volcan Krakatoa, le 17 août 1883. Et dans le bruit de l'éruption, il aurait pu peut-être entendu un cri. En fait, c'était les cendres qui auraient pu changer
les caractéristiques optiques du ciel et lui donner cette couleur sang, orange, rouge. Mais excusez-moi, mais il a vraiment vu cette éruption de ce volcan? Il n'était pas face d'un volcan, c'était plus loin. Mais en fait, l'éruption a fait que le ciel était rouge, il y avait plein de cendres et tout. Et puis, son état émotionnel déjà qui était très... Exactement. Ça lui a fait ressortir ses angoisses. Tout à fait. Qu'il a projeté sur cette peinture. Mais après, il a appris qu'il y avait cette explosion ou pas? Oui. Et pourtant, en fait, le but n'était pas de repeindre en fait le paysage, mais de transmettre ce qu'il a ressenti et ce qui a fait résonner en lui. Renoir, le courage à travers la peinture, notre bien-aimé Renoir. Vous avez aussi sa maison que vous avez visitée peut-être à Cannes-sur-Mer, une maison magnifique, des belles expositions. Donc tout le monde sait que Renoir était atteint de rhumatisme, qui affectait plus particulièrement ses mains. Et en fait, aujourd'hui, on sait que c'était la manifestation essentielle de polyarthrite chronique évolutive, donc aujourd'hui appelée polyarthrite rhumatoïde. Avant, on appelait ça rhumatisme, mais en fait, c'est une polyarthrite rhumatoïde, c'est différent. Maladie auto-immune. Oui, une maladie auto-immune. Mais les connaissances qu'on avait à l'époque laissaient vraiment les médecins face à un pur inconnu, un pur mystère. Et chez Renoir, peinture rime avec sa maladie. Il a du mal à travailler, car il souffre. Il a du mal à réaliser de nombreuses commandes de tableaux, et ça, les gens vont le comprendre. Son fils écrit, je cite, « Au moment où il commença le portrait de Missia Gotebska-Edwards, mon père venait de traverser la plus terrible crise de rhumatisme qu'il eût éprouvée. Ses mains se déforment un peu plus. Il se bourrait d'antipyrine et autres drogues et ne mangeait presque rien. Certains jours, il se sentait tellement ankylosé qu'il devait s'aider de 2 cannes pour parcourir les quelques centaines de mètres de la maison à l'atelier. » Donc nous sommes en 1912-13 et Gabrielle, donc la dame parente de Madame Renoir, modèle privilégié de l'artiste, que vous pouvez voir aussi l'histoire qui est passionnante dans le musée, dans le film que vous avez vu peut-être, certains d'entre vous, Renoir, magnifique, qui écrit « Je lui place les pinceaux entre les doigts et les retiens avec les cordons, les rubans. Parfois il tombe, je lui remets. Mais ce qu'il y a de plus surprenant en Monsieur Renoir, ce sont ses yeux de lynx. Parfois, elle me dit d'enlever là, sur la toile, un poil de brosse qui s'est collé. Je cherche, je ne trouve pas, et c'est monsieur qui me le montre, minuscule, caché dans un empattement. Quand il fut dans un état d'extrême faiblesse, ce fut l'état de ses dernières années, et voulant peindre jusqu'à son dernier souffle, il se fit construire un atelier en verre duquel il pouvait voir son modèle nu dans le jardin. Il fut un magnifique exemple humain de courage. Donc vraiment, je vous encourage de voir le film. Vous voyez vraiment aussi cette construction et comment il va peindre les belles nues de son jardin. Et ce n'est pas tout. Il était pourtant pas content de poursuivre sa peinture tout simplement. Et en dépit de son état de santé, il veut encore aller plus loin vers la fin de sa vie et il va se mettre à la sculpture. Mais il va faire avec son possible, parce qu'il ne peut plus sculpter, il ne peut plus utiliser ses mains. Donc, pour lui, comment il fait avec son possible? Il va sculpter avec ses yeux, qui va remplacer les doigts malades et inutilisables. Il va dicter, il va corriger les formes façonnées par des mains empruntées. Et en fait, ces mains empruntées, c'était un élève de Mayol, Richard Guinaud. Et sur ces indications, il va réaliser des magnifiques sculptures en bronze que vous pouvez voir à la maison Renoir à Cannes-sur-Mer. Dont Vénus victorieuse, et c'était son grand désir. Donc, le vrai courage à travers la peinture et la sculpture. Et là, vous voyez le film, si vous voulez noter pour la référence. Matisse, un autre peintre très connu dans la région. La créativité qui s'adapte. En fait, ce qui est intéressant avec Matisse, c'est qu'il entreprend des études de droit pour finalement devenir peintre. Mais il voulait devenir clerc de notaire, mais à 20 ans,
une crise d'appendicite le contraint à rester alité pendant de longues semaines. Et alors qu'il n'avait à l'époque aucun intérêt pour le monde de la peinture, de l'art, il demande à ses parents une boîte de peinture pour passer son temps. Et il écrit plus tard, à partir du moment où j'avais cette boîte de couleurs dans les mains, j'ai senti que c'était là qu'était ma vie. Plus tard, donc il devient peintre, assez connu à son époque, mais plus tard, après une lourde opération chirurgicale, et encore une opération due à un cancer du côlon, il ne peut plus sortir de son lit, mais surtout, il ne peut plus peindre ou pratiquer des techniques qui demandaient des diluants, donc eau ou huile. Et là, dans cette période, il invente la technique de la gouache découpée ou papier découpé. C'est la deuxième et première image que vous voyez. Et ce nouveau procédé donne naissance à ces derniers chefs-d'œuvre. Il écrit « Le papier découpé me permet de dessiner dans la couleur. Il s'agit pour moi d'une simplification. Au lieu de dessiner le contour et d'y installer la couleur, l'un modifiant l'autre, je dessine directement dans la couleur, qui est d'autant plus mesurée qu'elle n'est pas composée. Cette simplification garantit une précision dans la réunion des deux moyens qui ne font plus qu'un. » Donc encore un monsieur qui fait avec le possible. Et finalement, oui, Van Gogh, bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Van Gogh, qui ne souffrait en fait ni d'épilepsie, ni de schizophrénie, ce qui se dit souvent. Et il était plus probablement atteint d'un trouble bipolaire. Et ce diagnostic médical, il a été posé qu'en 2005 par les chercheurs, une équipe de scientifiques, de psychiatres de CHUV, c'est le Centre hospitalier universitaire vaudois. Et puis il y avait l'absinthe à l'époque. Et évidemment, oui, l'absinthe qui a inspiré plein d'artistes, pas que Van Gogh. Oui. Donc sa maladie caractérisée par d'importants changements de l'humeur, où se succèdent les périodes de grande excitation, de mélancolie profonde, de phases entrecoupées, moins stables, plus stables, donc ce que l'on appelait communément, il y a quelques années encore, la psychose maniaco-dépressive. En fait, c'est un trouble bipolaire. Le peintre était pleinement conscient de son instabilité mentale, une instabilité qui, excepté lors de ses crises, ne l'a toutefois jamais empêché de travailler. Au contraire, c'est avec une énergie créatrice incroyable, fertile, que Van Gogh va peindre, même lorsqu'il est interné. Donc là, vous avez visité peut-être à Arles l'hôpital où il a été hospitalisé, où il a créé plein d'œuvres. Et, ah oui, Egon Schiele aussi, j'ai voulu l'inclure également parce que, bon, j'ai nommé ça « Voir la beauté dans la laideur », j'ai trouvé ça intéressant. Parce qu'il y a plusieurs faits qui m'impressionnent chez Egon Schiele. Déjà, il intègre l'école des beaux-arts de Vienne à tout juste 16 ans et rencontre Gustav Klimt plus tard, l'année suivante, qui va le prendre sous son aile. Mais Schiele le rompt avec son mentor, petit à petit, pour peindre des toiles personnelles et d'une profonde noirceur. Il exprime ses colères, ses tournements sexuels, son mal-être, et quitte à déplaire et être accusé de pornographie. Un fait intéressant, c'est que Egon Schiele et Adolf Hitler n'ont qu'un an de différence. Et le premier est né en 1890 et l'autre en 1889. Et tous les deux se rêvent artistes et se retrouvent sur le chemin de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Mais ce que Hitler cherchera à détruire plus tard, Schiele va essayer de mettre en lumière et s'en servira pour créer. Donc, pulsion de vie, de mort, ethos, thanatos, création, destruction. Donc oui, ça réunit en fait ces concepts presque imperceptibles. Profondément avant-gardiste, on peut dire. Il ne pouvait supporter les règles imposées par l'Académie des Beaux-Arts. C'est pour ça qu'il fuit cette école. Et en fait, il était jugé trop conventionnel. Il manque de talent, c'est ce qu'ils disent, au sens esthétique du terme. Mais dans la maladie, dans l'ombre des institutions fermées, cachées aux yeux du monde,
dans ce que certains appellent la monstruosité ou simplement dans la différence, dans l'altérité, il va trouver son inspiration. Il grandit à côté de 2 sœurs. La fratrie aurait pu être composée de plus de membres, mais sa mère accouche d'un garçon mort plus tard et perd l'une de ses filles. Donc cet équilibre familial très fragile. Et après, lui, il contracte aussi une syphilis fatale qu'il refuse de soigner. Son père, donc qui quitte la famille aussi très tôt. Donc plein de drames familial qui vont influencer ce côté, ce tempérament hypersensible. Donc voilà, on a vu quelques-uns, mais il y a en fait dans l'histoire de l'art, il y a tellement d'exemples de peintres, d'artistes qui ont transformé la souffrance dans l'art, dans leur art. Et petit à petit, on va aller vers l'art qui guérit. Donc on a vu, l'art permet de laisser une trace. Quand on dit l'art nous permet de nous sentir vivants, donc j'existe, j'ai laissé une trace. Cette trace, on la voit à travers les rites sacrés, les représentations rupestres. Donc on voit ce témoignage d'existence qui d'ailleurs, d'abord, on a eu le dessin avant le langage, avant l'écriture, c'était le dessin, c'était le premier mot de communication entre les hommes. Et c'est seulement au cours du 19e siècle que les pratiques artistiques entrent dans les hôpitaux. Comment ? Et le début, en fait, se passe dans les institutions psychiatriques, notamment grâce au marquis de Sade, que vous connaissez aussi, qui a conçu en collaboration avec des patients des spectacles dans les hôpitaux, des pièces de théâtre thérapeutiques. Bon, c'est discutable aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu quelques pièces de Sade. C'est voilà. C'est à débattre. Mais notamment, c'est grâce à lui que les pièces de théâtre thérapeutiques ont commencé à être pratiquées dans les hôpitaux. Et en France, il faudra cependant attendre 1950 pour que le psychiatre réfléchisse la création comme un moyen de comprendre les maladies mentales pour mieux les soigner. Mais là, on parle des productions des patients qui vont être envisagées pour être analysées, pour être interprétées. Donc, c'est quand même très subjectif. On est d'accord? C'est utilisé dans les hôpitaux psychiatriques. Mais est-ce que c'est beaucoup utilisé ou est-ce que c'est vraiment ponctuel? Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé ou pas. Je sais que c'est très utilisé, mais à quel point et à quelle récurrence, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée ici, c'était de vous dire qu'avant, c'était utilisé vraiment comme un outil d'analyse, mais qui est quand même très subjectif, et qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça. On le fait moins. On fait de l'art-thérapie. On ne va pas faire dessiner la personne pour lui poser un diagnostic. Ouais. Voilà. Mais c'était le début. Et notamment en 1945, Jean Dubuffet, un autre artiste que vous connaissez, va initier le courant artistique qu'il va appeler art brut, et qui va regrouper les productions des personnes dites non-artistes, donc les personnes qui n'ont pas suivi une école des beaux-arts, en particulier celles des patients hospitalisés et des personnes marginalisées. Donc c'était des prisonniers, des mystiques, des anarchistes. Donc cette approche consiste à centrer la représentation artistique sur les émotions et les ressentis. Donc même si on parle de manière quand même subjective, d'analyse et d'interprétation, mais c'est là où l'art-thérapie va naître. Donc on va parler des émotions, des ressentis, une représentation artistique qui va se baser sur ça. Et Dubuffet organise plusieurs expositions des œuvres de sa collection, c'est entre 1947 et 1951. D'abord dans les sous-sols de la galerie Drouin, qui va devenir après le foyer de l'art brut. Et ce foyer qui va devenir après la compagnie de l'art brut, dont les membres, vous connaissez aussi André Breton. Et par l'art brut, Dubuffet désigne l'art produit par des non-professionnels travaillant en dehors des normes esthétiques convenues, restés à l'écart du milieu artistique ou ayant subi une rupture sociale et psychologique suffisamment forte pour qu'ils se retrouvent totalement isolés et se mettent à créer.
Voilà, donc à cette occasion, Dubuffet rédige le catalogue de l'exposition qui va comprendre à peu près 200 œuvres d'artistes inconnus qui font partie de sa collection et publie le traité qui va s'appeler L'art brut préféré aux arts culturels qui fait scandale. André Breton, donc, qui fait partie de ce courant, poète et écrivain français, principal animateur et théoricien du surréalisme, commence à travailler en 1916 au centre de neuropsychiatrie à Saint-Dizier, où il va découvrir le monde de la folie. La fréquentation des malades internes lui fait se rendre compte en fait, de ce champ de possibles que suppose, en guillemets, leur folie, dans l'acte créateur, je parle. Et au XXe siècle s'épanouit le mouvement de l'expression porté notamment par le psychologue américain Carl Rogers, connu aussi pour son approche centrée sur le patient. Donc là encore, on va s'approcher de l'art-thérapie. Donc cette approche centrée sur le patient, sur ses ressentis, sur son expression. En France, c'était nommé méthode non directive. Voilà. Et il affirme les 3 attitudes qui doivent fonder la relation patient-thérapeute. L'empathie, l'adaptation et le regard positif inconditionnel. On s'approche un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui ce souffle de neutre dans une relation art-thérapeutique. Oui, donc le respect de la personne telle qu'elle est, accueillie dans son authenticité. Donc c'est la personne qu'on accueille, pas le patient, pas le malade, etc. Et dans ces ateliers d'expression, il s'agit d'accueillir ce qui vient sans porter de jugement, sans interprétation, sans que le travail ou la production soit encouragé. Ils n'étaient pas là pour créer quelque chose, un modèle, et puis voilà, tout le monde va créer la même sculpture ou dessin. Il va rejoindre l'équipe d'un ancien assistant de Charcot, et il publie dans les cahiers de la Pléiade, L'art des fous, la clé des chants. Donc, voilà les bases d'où commence l'art-thérapie. Et voilà, on arrive à l'art-thérapie aujourd'hui, qui est une méthode offrant de poser un nouveau regard sur le monde, redonnant vie et couleur, en fait, à nos ressentis, des nuances, à l'ensemble du tableau. Ces techniques faisant appel à la créativité pourront faire remonter en fait à la surface ce qui n'a jamais été dit, ce qui a été refoulé pendant très longtemps, sans jamais avoir été nommé. Donc s'exprimer permet de libérer ce qui a été retenu jusqu'à être cristallisé en douleur. Donc les problèmes se dessinant les uns après les autres sont alors dédramatisés en art-thérapie, transformés en jeu de couleurs, de formes. Donc il y a un véritable dialogue qui va s'instaurer progressivement entre le peintre, donc la personne qui va créer, et sa toile, qui va permettre de dépasser les résistances et les blocages, tout en débouchant sur des pistes de prise de conscience en séance. L'art-thérapie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'art-thérapie s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, il n'y a pas de... On ne va pas dire qu'on fait que de l'art-thérapie que dans un hôpital ou dans un cabinet libéral. Ça s'adresse à tout le monde. Et on ne va pas forcément avoir un problème à résoudre pour faire de l'art-thérapie. Ça nous permet en fait de tout simplement, à premier abord, de se connecter à soi et à ses ressentis, à sa propre expérience de vie. Elle n'est pas réservée aux personnes déficientes ou ayant vécu un traumatisme, comme on a vu dans les slides précédentes, par le passé. Ça nous permet d'apprendre à se connaître, tout simplement, à se découvrir, se redécouvrir, découvrir l'envers du décor aussi, et surtout élargir son point de vue. On appelle souvent l'art-thérapie une médecine douce. Pourquoi pas? C'est pareil, un sujet qui est très débattu aujourd'hui. Mais je dirais pourquoi pas, parce que ça va nous permettre de nous exprimer et d'avancer dans notre quête de bonheur, de connaître mieux en fait nos envies, nos désirs les plus enfuis,
Et donc oui, c'est une pratique de soins fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. Voici la définition qui nous donne aujourd'hui la Fédération française des arts thérapeutiques. Mais en fait, ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'idée c'est de parler, de raconter son histoire, de raconter ses événements douloureux. Tout ça, ça s'avère parfois difficile, voire impossible. Et c'est là où l'art-thérapie va se présenter comme une alternative aux situations où les mots sont tout simplement pas possibles de trouver. Et aussi, un moment très important, c'est qu'on ne va pas se soucier du regard de l'autre. Si vous voulez, par exemple, ici, je vous ai mis la différence entre un atelier d'art et une séance d'art-thérapie. Ouais. Donc, si vous avez un atelier d'art, vous avez une séance encadrée par un professeur d'art ou un artiste. En art-thérapie, vous avez un art-thérapeute certifié qui a suivi une formation, une certification, souvent reconnue par l'État. Si un atelier d'art, les participants sont reliés par une relation professeur ou animateur-élève, en art-thérapie, c'est vraiment, on met l'accent sur la relation thérapeutique, donc vraiment sur l'accueil de la personne telle qu'elle est, de la personne en premier temps, pas d'un malade, pas d'un patient, on n'a que la personne. Le but principal dans un atelier d'art, c'est l'apprentissage d'une technique artistique ou autre, et c'est génial aussi, c'est thérapeutique aussi. Mais vraiment, je tiens à différencier ces deux types de séances, parce qu'en art-thérapie, le but principal, c'est l'expression de soi. Ce n'est pas la création d'un objet, la création d'une œuvre. Donc voilà, il y a pas de... c'est le processus créatif qui compte en art-thérapie, ce n'est pas le produit fini. Et puis quand on parle d'un cadre thérapeutique, on parle d'un cadre relationnel spécifique à une thérapie, donc qui va impliquer plusieurs éléments comme la confidentialité, bien évidemment, l'accueil inconditionnel de la personne, sans jugement de valeur, sans opinion quelconque déjà construite avant. Alors, vers la reconnaissance institutionnelle. Donc on avait vu, l'art a des vertus thérapeutiques, on est d'accord. Les musées des Beaux-Arts de Montréal, je vous ai dit, a mis en place une ordonnance muséale. Donc c'est une très belle initiative. C'est gratuit, c'est sous prescription médicale. J'espère que ça va arriver en France aussi bientôt, vivement. Au musée des Beaux-Arts, la question que vous avez posée. Voilà, oui. À Montréal, c'est des Beaux-Arts, oui. Alors, si vous souffrez des maladies chroniques comme le diabète par exemple, ou si vous êtes en soins palliatifs, votre médecin peut vous donner une prescription muséale. Et les hôpitaux sont généralement de plus en plus nombreux de mettre en place des ateliers d'art-thérapie qui sont utilisés pour diverses problématiques, autisme, addiction, troubles alimentaires, anxiété, dépression, schizophrénie, cancer, maladie d'Alzheimer. Donc vraiment, il y a tout le spectre. Même pour les enfants dans les hôpitaux? Totalement, oui. Non, mais justement, est-ce qu'il y a déjà quand même beaucoup plus en place pour les enfants dans les hôpitaux que pour les adultes? S'il y a plus pour les enfants que... Oui, en France, est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'ateliers qui sont dans les hôpitaux qui sont installés? C'est une bonne question. Pour les chiffres en France, je ne saurais pas vous dire. Mais oui. Parce que je pense que pour les enfants, ils sont peut-être plus souples en y voyant pas. Encore, pour les enfants, c'est encore autre chose parce que souvent, vous avez les ateliers artistiques qui sont proposés pour les enfants dans les hôpitaux. Ce n'est pas de l'art-thérapie. Mais ça marche pas. Non, bien sûr que ça marche, mais la démarche est différente. C'est pour animer, pour passer du temps. Mais on ne va pas faire un travail thérapeutique vraiment. Donc, mais oui, ça se fait de plus en plus. On fait de l'art-thérapie pour enfants, oui, dans les hôpitaux, oui, vivement. Excusez-moi, Oui. une petite question par rapport à l'ordonnance muséale. Donc les gens sont accompagnés ou suivis par un thérapeute? Les deux cas. Soit ils vont aller tout seuls, Oui. soit s'ils ne peuvent pas, ils vont aller en groupe. Oui. D'accord. Comme on le fait dans les EHPAD aujourd'hui, souvent.
fait. Ça se fait déjà, mais bon, c'est pas sous prescription muséale, ça fait partie d'un cas d'animation. Mais voilà, j'espère que ça va se faire bientôt, plus souvent. Oui, donc essayez d'analyser les œuvres d'art, discuter de ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, tout ça. L'échange aussi avec d'autres personnes, le partage, tout ça, ça va ouvrir des nouvelles perspectives, ça va ouvrir l'esprit. Donc, faites de l'art, allez voir de l'art, pratiquez. Quand je parle de l'art... Oui, je peux témoigner. Oui. J'ai une maman qui est volontiers designer et je vais de temps en temps participer, parce qu'elle va dans des accueils de jour. Hein, elle est à la maison, mais elle va dans des accueils de jour. Et ils font un travail formidable. Oui. Oui. Et donc ils font beaucoup d'ateliers d'art plastique, mais aussi beaucoup de musique. Et ça, c'est incroyable parce que des personnes qui n'ont plus aucune mémoire. Oui. Et ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Exactement les paroles. Ma mère est capable de chanter une chanson qu'elle a appris. Et c'est incroyable la musique. C'est ça. L'effet que ça peut avoir sur les personnes atteintes de troubles de mémoire. J'utilise souvent plutôt la musique dans les unités protégées et dans le travail avec la maladie d'Alzheimer. Effectivement, c'est juste fascinant, en fait, ce qu'on peut voir. C'est incroyable. Pendant quelques instants, en fait, on parle à une personne, mais complètement, quasiment consciente. Et qui... on les voit se réveiller. Exact. Ils se lèvent, ils dansent. Ouais. Alors que c'est des personnes souvent éteintes, parce qu'elles ont toute une mémoire. Tout à fait, Mais c'est incroyable l'effet de la musique. L'effet, oui. Et là, j'arrive à la musique. Justement, parce qu'on avait beaucoup parlé de la peinture, du dessin, des couleurs, mais il y a aussi le théâtre, il y a aussi la danse-thérapie, il y a la musique. Et le théâtre, mais en fait c'est la médiation théâtrale qu'on appelle, qui est utilisée à des fins psychothérapeutiques. C'est aussi offrir aux patients la possibilité de s'exprimer par l'intermédiaire d'un autre soi. Donc quand on parle en PNL des parties de soi, en médiation théâtrale, on va jouer ces rôles, on va leur donner une voix, on va vraiment les incarner par l'improvisation, par une mise en scène de soi, par des échauffements corporels, par une mémorisation de textes aussi. Et de nombreux patients affirment que ça les a soignés émotionnellement, je cite. Donc je trouvais ça un joli terme, soigner émotionnellement. Moi, pour les enfants, je peux témoigner. Oui. Mon fils, on lui faisait écouter des musiques de nature. Inutero, oui. Et quand il est passé par les dents, par tout ça, en lui repassant la même musique, il s'apaisait instantanément. Oui. Il s'endort. Oui. Et là, j'arrive avec une recherche sur les prématurés qui est aussi incroyable. Mais j'arrive. Donc oui, merci pour ce témoignage. Effectivement, la musique a un impact, mais juste incroyable sur nous, sur les gens. Et c'est ancré, oui. Bah, c'est un ancrage, c'est un vrai ancrage. Ça le ramène à la vie mutuelle. Oui, oui, l'apaisement, Mais en fait, pensez à vos musiques préférées. Quand vous entendez une musique qui tout d'un coup, vous avez tous les souvenirs, les émotions. Mais c'est ça qui est incroyable avec la musique. Avec quelques notes, on ressent dans le corps mais des états. Et parlant donc, avant de parler de la musique, parlant de théâtre, Aristote même parle de la libération des passions du spectateur grâce aux acteurs, donc ce qu'il appelle le catharsis. Cela nous permet de vivre leurs émotions et donc peut-être de se purger de nos pulsions. C'est en ça aussi que le cinéma est fort et le théâtre. On vit un peu différentes vies à travers ces histoires, à travers les acteurs. Et c'est incroyable aussi quand on vit vraiment émotionnellement une scène de théâtre ou un film. On a les larmes, on se sent en colère parfois, mais on sait que c'est un film, on sait que c'est pas réel. Et pourtant ça touche quelque chose, donc ça prouve cet impact.
Donc, par exemple, si vous écoutez un morceau que vous connaissez déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Votre cerveau, il va peut-être confirmer ses prédictions. Donc, vous entendez les premières notes. Votre cerveau, tout de suite, va activer... il va rechercher. Et s'il a trouvé... Ah, c'est bien ça. Donc, il va activer le système de récompense. Donc, dopamine. Magnifique, facile. Dopamine, donc, joie de vivre, le bonheur. Donc, la musique, on peut dire, je dirais, c'est aussi comme une Madeleine de Proust, la musique. Tout de suite, ça nous renvoie dans une période de notre vie, ça nous amène des émotions qu'on va ressentir. Et la pratique de la musique. La pratique de la musique qui va aussi sculpter le cerveau. Donc, si vous vous entraînez à jouer du violon, par exemple, pendant des semaines, alors que vous n'étiez pas du tout violoniste, vous allez modifier la région du cerveau, donc la région cérébrale, qui gère les mouvements des doigts en quelques semaines seulement. Donc, à partir, on dit, de 21 jours, on crée des nouvelles connexions neuronales. Et d'ailleurs, un autre fait intéressant, c'est que les musiciens vont activer leur hémisphère gauche plutôt, car pour eux, la musique est devenue une langue. Donc, ils savent lire les notes, c'est comme une langue. Ils savent lire, ils savent interpréter. Donc, c'est plutôt l'hémisphère gauche qui vont activer. Et les non-musiciens vont activer leur hémisphère droite parce que pour eux, ce n'est pas de langage. C'est donc l'hémisphère droit, oui, c'est l'imaginaire, c'est la notion d'espace, c'est le rêve, l'imagination, les couleurs, l'intuition. Donc, ça joue sur la plasticité cérébrale, encore une fois. Et une autre étude très intéressante, une recherche donc, qui démontre que la musique aide au développement du cerveau des grands prématurés. Donc, d'après une nouvelle étude suisse, 3 pistes de 8 minutes, composées spécialement pour les grands prématurés, ont permis un développement cérébral plus proche des enfants nés à terme. Donc, si la grande majorité des quelques 2500 prématurés en France, donc les prématurés sont ceux qui sont nés avant 6 mois, donc là, avant la fin du 6e mois de grossesse, si seulement 2500 à peu près survivent de nos jours, la moitié pourra cependant présenter des déficits neuronaux, notamment plus tard dans l'apprentissage, la concentration, la gestion des émotions. Et les réseaux neuronaux des enfants ayant entendu de la musique, il s'appelle Andreas Vollenweider, donc c'est une piste spécialement conçue, se sont trouvés améliorés de manière significative. Donc là, je cite, les connexions entre les réseaux de science et le cortex auditif, le cortex sensoriel-moteur ou encore le cortex frontal étaient en effet beaucoup plus actifs et proches de celles d'un enfant né à terme. Donc la musique, le rythme, les variations de mélodie sont un support très riche pour aider les personnes à sortir d'un pur exercice de motricité pour évoluer vers une expression de soi. Là, pareil, j'ai trouvé cette recherche très intéressante. Vous voyez sur l'image ce monsieur qui s'appelle Emmanuel Comte. Vous avez entendu parler de lui, peut-être, déjà? À 17 ans, il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Et c'est dans sa chambre d'hôpital qu'il découvre les vertus de sa flûte à bec. Donc, il commence à chanter. Et comme la musique est sans frontières, surtout dans un hôpital, les autres patients vont entendre sa musique et apprennent vite à apprécier ces enchantements sonores diffusés par Emmanuel. Et il devient alors le troubadour de l'hôpital. Et très intéressé par le sujet, parce que le médecin dans cet hôpital a vu que en fait, les patients qui se trouvaient à côté avaient plus de joie de vivre. Il s'est intéressé, donc il a fait une recherche. Il a supervisé en 1996, c'est à la clinique Jeanne d'Arc de Vichy, une étude qui a impliqué environ 200 malades dans cet hôpital. Et dans le groupe de contrôle, les patients bénéficiaient d'une anesthésie locale pendant les chirurgies
Et dans le second, en plus de l'anesthésie, de la musique de ce monsieur, Emmanuel Comte, et d'un accompagnement parlé de type hypnose. Et dans le second groupe, ils ont constaté une baisse significative de l'angoisse et de la douleur opératoire et une augmentation du confort. Simple. Donc le pouvoir de la musique, c'est aussi quelque chose qu'on a vécu pendant la crise Covid. Vous avez vu à quel point on s'est mis à chanter, à écouter de la musique. Mais il y a eu même des recherches qui ont prouvé que quand on était privé de contact physique et quand on était limité dans nos mouvements, des milliers de personnes ont commencé à exprimer plutôt le besoin de vivre à travers la musique et à faire une expérience commune à travers la musique. Donc, comme l'explique Emmanuel Bigan, celui qui a fait cette recherche, et c'est un chercheur en neurosciences à l'Université de Bourgogne, il dit que la réponse est à chercher dans notre cerveau. Donc, je cite. La musique est un pot à pot sonore, c'est une caresse. Elle peut réguler notre humeur, modifier la biochimie de notre cerveau et notamment réguler la sécrétion du cortisol, hormone du stress. On peut vraiment reprendre le courage et se sentir revitalisé. La musique est une super médecine non invasive. Et si la musique a rencontré une telle adhésion pendant la crise de la Covid-19, c'est qu'elle répond à nos besoins fondamentaux de connexion avec les autres. La musique est un lien social déterminant dans l'évolution de notre espèce. Lorsqu'on est en détresse, explique le chercheur, cette mise en relation avec l'autre devient vitale. Faire de la musique avec les autres permet à nos cerveaux de se synchroniser. Cette synchronisation change la relation sociale, l'empathie qu'on a avec l'autre. La personne nous paraît beaucoup plus sympathique et on rentre dans une relation de collaboration, etc. etc. Et là, j'aimerais vous montrer... Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Oui? Non, il y a une personne seulement. Mais... Ah! On n'a pas d'internet ici? Ah, attendez, je vais me connecter... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on va avoir le son? J'espère. Ah, bah, qu'est-ce que c'est? Si, ça marche. Ça dure quelques secondes, mais ça vous montre vraiment... en fait, c'est le cas d'une patiente qui était une danseuse de ballet reconnue à New York, atteinte d'Alzheimer, et vous allez voir ce qui se passe quand elle entend le lac de cygne. Ah là, voilà. Est-ce qu'on a le son? On n'a pas le son? Non. On mettra la flèche sur... Si, j'ai le son là, j'ai le son là. Aïe aïe, on n'a pas le son. Et là, il n'y a pas de son? Non, il n'y a pas de son sur la vidéo. Bon, vous allez voir en fait. Je vais mettre le lac de cygne, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Donc voilà, comme vous avez dit, une personne qui était complètement éteinte. Ça lui a ramené en fait les souvenirs de sa vie d'avant. C'est ce qu'on observe souvent dans les hôpitaux, dans les EHPAD. C'est magique. Et tout de suite, en fait, on peut communiquer avec ces gens-là de manière absolument habituelle.
Voilà, vous avez compris. Alors, je regarde l'heure en même temps. Donc, on s'approche de la fin. Donc, vous avez vu, on a parlé de l'art-thérapie à l'hôpital, mais aussi l'art-thérapie pour adultes, pour enfants, en EHPAD, en hôpital, chez soi, en famille. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Bon, là, j'ai mis, si vous êtes intéressés, je mets parfois des vidéos sur ma page Insta où j'explique un peu les techniques que j'utilise parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs courants. Donc, il y a l'art coaching, il y a l'art thérapie contemporaine, il y a l'art thérapie plutôt classique. Donc là, vous allez pouvoir voir vraiment des techniques très concrètement. Et si vous voulez, là, on va faire une pause, une petite pause. Et puis, si ça vous dit, je vous invite à un atelier de 30 minutes sur les ailes d'un crayon où vous allez pouvoir pratiquer par vous-même juste pour vous donner un goût. On ne va pas faire une vraie session d'art-thérapie, mais pour vous expliquer un peu plus de la différence. Ouais. Quand, par exemple, on fait un dessin, donc ça déjà, on exprime ce qu'il y a en soi. Est-ce qu'après, le thérapeute l'analyse? Toute la question est là. De quel courant on fait part? Et quel est le but dans le... un exemple dans ce sens d'un thérapeute que j'ai visité moi-même. Oui, vous avez fait une art-thérapie? J'ai vu un thérapeute et à un moment donné, c'était juste un court moment, elle m'a fait faire un dessin. Donc j'ai commencé par une présentation, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas donc, c'est ma première visite. Et en fait, je ne me souviens pas de ce que j'ai parlé, j'ai quand même pas mal parlé de mon passé, de ma famille, du fait que mon enfance, je ne me souvenais pas beaucoup, j'ai une maman qui avait une maladie mentale, donc c'était assez compliqué. Et donc, après, je ne savais pas pourquoi, elle me dit, faites un dessin. Et dessinez 3 arbres et un animal. Donc moi, je ne savais pas pourquoi me demander ça en fait sur le moment. Et donc, je dessine 3 arbres, je dessine un animal. Elle me dit, regardez, vos 3 arbres, c'est vous, votre père, votre mère. Vous avez dessiné beaucoup de feuilles, mais vous n'avez pas fait de fruits dans les arbres. Donc, il y a eu beaucoup de larmes dans votre enfance, mais il n'y a pas eu d'amour. En fait, c'est le langage symbolique. Et c'est maintenant que je me rends compte, parce que je suis très intéressée par le langage symbolique, l'interprétation des signes et tout ça, et les rêves. Et je me suis inscrite à une formation dans l'organisme de formation au Canada que je suivrai l'année prochaine. Et c'est maintenant, à ce moment-là, que je fais le lien. Je ne savais pas comment elle avait interprété. Et j'ai dessiné un lapin. Et elle m'a dit, c'est entre vous et votre père, et vous avez posé un lapin. En fait, c'est vrai que j'avais beaucoup de confiance en moi. Je sais plus, on m'a dit c'est un symbole de je sais pas quoi. En fait, c'est que j'avais vraiment c'est vrai que j'avais beaucoup de confiance dans mon père. Et en fait, finalement, j'avais donné beaucoup de pouvoir dans mes croyances, tout ce que je pensais sur la vie, etc., etc. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pensais pas par moi-même, je pensais un peu par lui. Enfin, il y avait quelque chose qui, en fait, vraiment, j'étais étonnée comment elle a pu me dire autant de choses sur ma famille et mon enfance. J'étais waouh. Oui. Et là, je me rends compte, maintenant, étudiant depuis, quand je ne connaissais pas ça, mais c'est un langage des symboles. Symbolique. Par les symboles, chaque chose dans la vie, une pomme, une feuille peut avoir toujours une symbolique positive. Un chat aussi, dans mon rêve, par exemple, dans le rêve d'un chat, selon ce que ça représente, un chat, dans le côté positif ou négatif, dans le côté positif, ça va être l'indépendance, ça peut être la douceur, la grâce, etc. Donc, c'est autre chose. Enfin, voilà, donc ça pourrait, mais je pense que c'est des choses qui sont pas très connues pour l'instant, et il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui... Oui. Souvent, c'est les psychologues, les psychothérapeutes qui vont utiliser ce genre de technique. Par exemple, si je vous dis, pensez à votre famille en forme d'un vase avec des fleurs. Donc, vite fait, vous allez faire un sketch d'un vase avec des fleurs. Donc, chaque membre va avoir une forme différente, ça va être une fleur différente. Et effectivement, ce sont des genres des types de techniques qui vont nous permettre d'interpréter, mais en fait, ce n'est pas vraiment une interprétation, parce que c'est un travail collaboratif avec la personne. C'est le sens qu'elle va donner à son dessin. Donc oui,
Si votre père c'est je sais pas, une rose et votre mère, il y a un morceau de cactus à côté et puis il y a une branche de bambou qui est le fils ou la fille, la manière dont vous allez placer inconsciemment les fleurs, ça va aussi parler de la relation que vous avez. Par rapport, j'avais fait, je me souviens pas, j'avais fait quelqu'un qui était trop grand et l'autre il y avait beaucoup de place. Ou par exemple, il y a une fleur qui va couvrir une autre. Donc ça peut aussi. Mes parents et moi, je ne l'ai pas dit, mais il dit juste faites un dessin de ça. Et après, il m'a sorti. Il y a plein de techniques comme ça si vous voulez un travail psychothérapeutique en utilisant l'art-thérapie. Mais c'est encore autre chose. Donc oui, effectivement, il y a une interprétation, il y a une analyse. Par exemple, si je vous dis pensez à un mouton dans une bouteille. Donc vous allez dessiner vite fait un mouton dans une bouteille. Si vous voulez, après, on va analyser comment se sent le mouton, comment se sent la bouteille, qu'est-ce qu'il veut, à quoi rêve le mouton, à quoi rêve la bouteille. Et en fait, le mouton, ça va être l'enfant, la bouteille, ça va être le parent, en gros. Donc, on va voir un peu la relation que vous avez avec votre enfant. Si la bouteille, on va voir l'enfant, comment il se sent dans sa famille. Si la bouteille est très étroite, donc il veut sortir, il rêve de voir d'autres moutons, il se sent peut-être surprotégé. Mais tout ça, on va aller vraiment délicatement parce qu'on ne va pas tout de suite faire une interprétation, on va dire c'est comme ça. C'est en soi que le travail d'un thérapeute, ça va être vraiment d'un accompagnement. On va poser les questions pour tester ce qui nous passe par la tête parce qu'à chaque fois, ça va être très subjectif. Mais c'est la personne qui va... Ah oui, mais en effet. Et en quoi vous pourriez faire le lien avec votre relation d'aujourd'hui avec votre père ou soeur. Ah ben oui, en effet, cette fleur est vraiment couvre le petit frère, je ne sais pas, qui est surprotégé, par exemple. Donc, oui, il y a un travail d'interprétation, mais qui va aller avec la personne. C'est un vrai travail d'équipe. C'est vrai que